Bonjour à tous, Ulrich Genisson, fondateur d'Eat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle une fois de plus que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité un peu spécial qui va nous parler à la fois de sa vie personnelle cétogène et professionnelle. Bonjour Thierry. Bonjour. Est-ce que vous acceptez de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr, je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans, je vis en Bretagne et je suis en cétose, en alimentation cétogène depuis seulement une dizaine de mois. Et compte tenu de ma profession de médecin, je voulais apporter à la fois un témoignage personnel et un témoignage professionnel. Alors, je vais faire une petite phrase spéciale pour ça. Je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir le courage de bien vouloir témoigner en tant que médecin généraliste pour le régime cétogène, parce que je comprends bien la difficulté qu'aujourd'hui les médecins ont entre le système administratif qui dit certaines choses et puis la science qui dit autre chose, et en face un patient qui voudrait bien certaines choses. Donc vous êtes un peu entre tout ça. Donc sincèrement, merci de prendre de votre temps pour bien vouloir parler à la fois de votre expérience personnelle, mais aussi professionnelle, parce que les gens ont un grand besoin de personnes telles que vous. Alors je tiens à vous rassurer, toute ma vie, je n'ai travaillé que pour une seule personne, le patient. Le reste, c'est pas important. Sincèrement, bravo. On a vraiment besoin de gens comme vous. Alors, ma première question, ça pourrait être, quel a été un petit peu votre parcours? On parlait en off avant de votre formation professionnelle, et vous avez eu déjà une initiation à une certaine vision de la médecine. Oui, alors bon, moi je suis de l'université de Montpellier, la plus vieille université en exercice qui enseigne la médecine au monde. Mhm. Et c'est vrai que j'ai passé mes études devant la chaise de Rabelais avec des maîtres qui m'ont appris des valeurs essentielles qui étaient essentiellement basées, du moins à l'époque, et j'espère que ça dure toujours, sur le fait que la maladie ne compte pas. Il n'y a qu'un humain qui est porteur d'une maladie. Ce qui veut dire que la gestion des symptômes s'inscrit non pas comme la cause à traiter, mais comme l'élément qui permet d'évaluer, d'apprécier, de considérer l'entièreté de l'humain à travers sa maladie. C'est déjà une vision particulière de la médecine qui est certainement pas, enfin, je pense, en tant que patient, la plus dominante. Donc, ma seconde question pourrait être, à partir de quand avez-vous déjà été initié à l'approche céto-nutritionnelle, donc à la fois pour maladie ou pour d'autres choses? Quand est-ce que vous avez entendu parler de ça la première fois dans votre histoire? Alors, je m'en rappelle parfaitement, c'était en troisième année de médecine, en cours de neurologie, Mhm. où on nous avait expliqué à l'époque les recherches et les intérêts qui avaient été portés sur le régime cétogène dans les gestions des épilepsies, bon, tout ce que vous savez tous pertinemment, et qui effectivement donnaient de bons résultats. Mhm. Après ça, je n'en ai plus jamais parlé, ni entendu parler. D'accord. Donc, jamais de patient avec une épilepsie réfractaire aux médicaments qui avait besoin de ce genre de suivi, Il rien. y en avait peut-être, mais je ne Ouais. l'ai jamais su. Ok. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous a remis sur cette piste cétogène de façon plus récente? Alors, ce qui m'a remis sur cette piste, c'est arrivé à 64 ans, je commençais à avoir déjà des symptômes qui me déplaisaient fortement. Déjà, j'ai commencé gentiment depuis l'âge de à peu près 38-40 ans à prendre inexorablement du poids. Mhm. J'ai quand même réussi à prendre à peu près 24 kilos gentiment mais sûrement pendant des années. J'ai fait quelques régimes privatifs classiques avec des régimes toujours glucophages, hein, j'entends, c'est-à-dire en continuant à manger équilibré, c'est-à-dire en continuant à manger mes 55% ou je ne sais pas combien de glucides par jour, ce qu'on m'appelait la demi-assiette, mais surtout, c'est très bien, à grands efforts, avec beaucoup de privations, je perds des 10 kilos. J'étais heureux, sauf que les 10 kilos perdus, youpi, la vie est belle, et on repartait, je peux me le permettre maintenant que ça va mieux. Et donc, du coup, les compulsions, les petites gourmandises du soir après le repas, et on reprend absolument tout son poids, si ce n'est plus. Et à la fin, je me suis vraiment fait peur sur le plan du comportement alimentaire, puisque même sorti d'un repas une heure après, mais j'avais une envie de manger une sucrerie absolument incroyable, alors que je n'étais absolument pas en hypoglycémie. Mhm. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu quelques symptômes et conclusions échographiques, on va dire, sur le foie, qui m'ont vraiment montré que j'avais un gros souci de canard du Périgord. En un sens, j'accumulais de la graisse.
Et donc, graisse interne, graisse externe, j'y allais doucement. Et la dernière prise de sang, j'allais dire dans la période noire, qui me faisait gentiment flirter avec un 6 grammes 4, je crois, d'hémoglobine glyquée. J'ai dit maintenant, les conneries, ça suffit. Pardon pour le mot, hein, excusez-moi. Et du coup, je me suis documenté. Alors, pour me documenter, comment ça s'est passé? Je suis parti sur Internet. J'ai commencé par taper « J'en ai marre de prendre du poids alors que je pense manger correctement ». Et ChatGPT m'a bien aidé. Il m'a orienté, oui, il m'a orienté vers plusieurs approches, et notamment une phrase clé: vous devez peut-être envisager un régime cétogène. Dixit. Alors moi qui suis très critique sur l'IA et ChatGPT, pour une fois, il faut lui rendre ce qui... J'avais un peu développé. J'expliquais que j'avais l'impression de manger normalement, que je prenais inexorablement du poids depuis des années, que je ne comprenais pas, avec un foie qui devenait gras, et c'est ce qui m'a été répondu. Donc moi, partant là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je cherche, je tape régime cétogène. Je tombe d'abord sur 2 confrères, les confrères, excellents confrères Arnoux et Desfournais, que vous avez rencontrés, je crois. Oui. Et je commence à regarder leurs petites vidéos sur YouTube, et puis je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Au début, alors, je vous ai dit, moi je suis un petit peu iconoclaste dans ma façon d'être. Je ne tiens pas compte si la foule entière chante une note, je ne me sens pas obligé de chanter la même note. Voilà un petit peu comment je pourrais me résumer. Et puis je me dis, mais quand même, qu'est-ce qu'ils racontent ces gars-là? Il faut se bourrer de graisse, il faut manger du sel, Bon, alors que depuis des années, puisque ça remonte à peine à quelques mois, disons, maximum, ma prise de conscience d'alimentation cétogène. Pendant des années, j'étais le premier à dire « attention, le cholestérol, ça provoque des maladies cardiovasculaires » et de prescrire à tour de bras des produits hypolipémiants, des statines et tout ça. Enfin bref, j'étais dans le moule, le parfait petit médecin bien formé à la faculté, avec les laboratoires qui me tapaient gentiment dans le dos en disant « vas-y mon petit gars, continue, c'est très bien ». Et je me suis donc rendu compte à travers ces 2 confrères qu'il y a quelque chose qui est tellement distordant, tellement différencié de ce que j'ai toujours pratiqué et entendu, y compris de mes maîtres, qu'il fallait creuser. Et là, je dois dire, je suis tombé sur votre site, j'en ai vu d'autres, où je vous avoue que j'ai trouvé que ça ne m'inspirait pas confiance. Et donc, je suis tombé sur votre site et j'ai rencontré un autre iconoclaste, vous-même, puisque d'une certaine façon, vous non plus, vous n'avez pas peur d'aller au charbon, comme on dit. Et ça m'a bien plu. Je me suis dit, un gars qui est honnête avec lui-même au point de s'engager à ce point ne peut qu'apporter quelque chose de bien. Donc, j'ai commencé à creuser. Et quand j'ai vu un peu vos études, quand j'ai vu un peu les conclusions, moi-même, j'ai fait des recherches. Et c'est vrai que j'en suis venu à reconnaître que quelque part, vous aviez foncièrement raison. Et ce qui m'a permis après de développer un apprentissage et de venir moi-même à cette alimentation. C'est intéressant parce que j'imagine le choc. Vous savez, moi j'ai un respect immense pour Tim Noakes, qui nous a préfacé notre premier livre, parce que Tim Noakes est un des plus grands scientifiques du monde. En termes de nutrition du sport, 750 études en revue au pair, c'est une sommité. Et puis, il fait toute sa carrière. Et en 2011, il dit « Je me suis totalement trompé sur la nutrition. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le mettre à la poubelle. » Et il fait un virage à 180 degrés en fin de carrière. Ce qui est extrêmement rare, puisque beaucoup de scientifiques vont préférer mourir plutôt que dire « Je me suis trompé ». Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et finalement, ce que vous avez fait, c'est un peu la même démarche, parce que vous-même, vous avez prescrit certains médicaments qu'aujourd'hui, vous allez certainement prendre plutôt avec des pincettes ou avec une autre vision. Ah, je ne prends plus du tout. Voilà. Je ne prends plus du tout. Je reste absolument dans la conformité de la haute autorité de santé. Quand un patient vient me voir, par exemple, avec un diabète, j'applique des règles que je suis tenu d'appliquer parce que je n'ai pas le choix. Ça, c'est intéressant. Ce que vous dites là est extrêmement intéressant parce que je suis très critique du système de soins. Et aujourd'hui, les médecins sont entre le marteau et l'enclume, littéralement. Donc, expliquez-nous, par exemple, imaginons que demain, j'arrive avec une hémoglobine glyquée à 7, donc un diabète déjà installé. Qu'est-ce que vous me prescrivez? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous êtes obligé de me dire? Alors, si je suis un médecin tout à fait conventionnel, qui respecte absolument, qui suit le troupeau, et ça n'a rien de méchant dans la bouche,
vous allez arriver, je vais commencer d'abord par vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ça? Et donc, alors, on va creuser côté alimentation, côté comportement, côté activité physique. On va un petit peu aussi évaluer la périphrase globale, c'est-à-dire qui êtes-vous, comment vivez-vous votre vie, avez-vous du stress, êtes-vous à votre juste place, etc. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vous met mal, qui explique peut-être des déviances alimentaires, n'avez-vous pas un métier? Enfin, bref, toute cette périphrase un petit peu importante dans le discours médical, qui pour moi est fondamentale, mais après, bon, ça c'est autre chose pour les autres. Et de ce fait, si vraiment in extremis, on n'arrive pas à modifier la chose, j'allais dire de façon simple, eh bien là, j'applique ce que je dois appliquer, c'est-à-dire les recommandations de l'autorité de santé, mise en place d'abord d'un hypolipémiant et d'un hypoglycémiant. Ouais. C'est la seule chose. La mort dans l'âme, je mets l'hypolipémiant, je parle des statines essentiellement, parce qu'il faut reconnaître que ça marche un petit peu, mais en même temps à quel prix? Mais si je ne le fais pas, et supposons que demain, le patient ait par exemple un infarctus du myocarde lié à l'encrassement de ses artères, voilà, eh bien si la famille commence à creuser un petit peu en disant, mais attendez docteur, comment se fait-il que mon mari, mon frère n'a pas eu, je vais devant les tribunaux et je coule. Donc, je suis obligé de donner aux gens des produits qui non seulement sont hors sujet, n'ont jamais fait la preuve d'une grande efficacité et qui en plus créent des complications absolument gravissimes. Voilà, donc je suis très heureux de vous l'entendre dire et vraiment c'est pour sensibiliser les gens, pour comprendre que même le médecin formé et informé, parfaitement au courant de toutes les dernières études scientifiques, est obligé de faire le contraire de ce qu'il pense. C'est là la folie du système. Oui, enfin, ce qui est quand même favorable, c'est que je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça à penser ça. Mais bon. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Le formatage est puissant et il y a très très peu de gens qui vont penser en dehors de la boîte, qui vont prendre le temps de regarder un peu la littérature scientifique. J'arrête pas de le dire, mais en France, il y a 68 millions d'habitants quasiment. Il y a 7 millions de Français qui prennent des statines tous les jours. Moi, j'ai invité les gens à regarder la notice des effets indésirables des statines. Un des effets indésirables importants, c'est le diabète de type 2. Et on sait que le diabète de type 2, c'est le premier facteur de maladie cardiovasculaire. On est dans le paradoxe total. Complet. Mais les gens ne font même pas l'effort de regarder la notice et les effets indésirables parce que c'est marqué dedans. Donc, ceci dit, dans le registre des aberrations, aux diabétiques, on leur donne des statines qui aggravent le diabète, mais on leur donne aussi des glucides. Oui, tout à fait. Ah oui. Non, mais même, je prends souvent les États-Unis en tant qu'exemple parce qu'ils sont souvent leaders surtout dans les problèmes, mais aussi dans les solutions. Mais on a l'ADA ici, c'est la grande association des diabétiques américaine. Tous les médecins, tous les spécialistes sont dans l'ADA, etc. Ils publient des recettes de cuisine et ils sont capables, sur une salade de pâtes, d'ajouter du sucre dans la sauce pour les diabétiques de type 2. Du sucre, 5 grammes de sucre dans une sauce pour une personne. Oui. Voilà la folie dans laquelle on est. C'est pour ça que moi, mon travail a toujours été et mon angle, formez-vous au régime cétogène, formez-vous à la nutrition et devenez votre propre expert, parce qu'au niveau du système, dans son ensemble, on ne peut plus compter dessus. C'est ça, malheureusement, la situation pour moi. Eh oui. Donc, vous découvrez le régime cétogène, c'est un peu la révolution pour vous, vous l'appliquez vous-même dans votre vie personnelle. Je commence à regarder mes petits tutos des confrères défournés et mon épouse s'assoit à côté de moi. Et donc, on commence à regarder tous les deux. Et puis, à un moment donné, après plusieurs démarches, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors, il y a ce facteur extraordinaire quand même, où j'ai une épouse qui est une excellente cuisinière, mais qui est aussi un ex-mannequin. Alors, quand on se retrouve devant une personne qui a pris du poids alors qu'elle avait quand même une silhouette extrêmement fine, quand on se retrouve avec une personne qui cuisine admirablement bien, et d'ailleurs mon tour de taille était aussi à l'aune de ses qualités de cuisinière, eh bien, il y a quand même un choix à faire. Est-ce qu'on recule sur la qualité de vie? On fait du privatif, comme je dis, on rentre au bagne courgettes bouillies et jambon blanc? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on trouve quelque chose qui permet de transcender justement l'art culinaire? Et en ce sens, le régime cétogène, quand il a été expliqué, pas par vous, mais auparavant par Desfournés et les confrères Desfournés et Arnoux, eh bien, on s'aperçoit qu'on se régale et que ce n'est pas du tout une privation, on ne fait qu'enlever les glucides de l'alimentation, mais tout le reste est exalté.
Tout à fait. C'est Voilà. pas une privation du tout. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas pris une minute pour bien l'étudier. Mais finalement, toutes les bonnes choses de la gastronomie française, ce sont des choses liées à base de protéines ou de lipides. On ne les retire pas des bonnes Exactement. viandes mijotées, une viande grillée, les Ouais. fromages, les crèmes, tout ce qui donne du goût. Quand vous prenez par exemple une courgette et que vous allez la cuire à l'eau, vous allez la manger sans sel, puisque c'est certaines directives nutritionnelles, ça va être largement moins bon que de prendre la même courgette avec une mascarpone, des petits lardons dedans, etc. Donc le régime Exactement. cétogène n'a rien de privation. Voilà. Ouais. C'est vraiment quelque chose de, comment dirais-je, Et puis, j'attire l'attention pour les gens qui aiment cuisiner. Moi, je suis né dans une famille où on adorait cuisiner, il y avait tout du potager, etc. Donc je suis né dedans. Nelly a un énorme talent et un énorme goût pour la bonne cuisine. Quand on découvre ça, c'est un terrain de jeu absolument énorme parce qu'on se Oui, retrouve à avoir plein de recettes familiales, plein de recettes du patrimoine culinaire français qu'on se réapproprie en c'est cétogène. extrêmement savoureux. Et là, ça devient un terrain de jeu énorme Mm. pour celui qui aime Tout à cuisiner. fait. Donc, vous arrivez dans un régime alimentaire qui vous semble déjà Alors, gourmet et gourmand. voilà, donc c'était pas fait pour me déplaire, et donc nous attaquons. La grippe cétogène, pour l'un et pour l'autre, c'est pas si mal passé que ça, je veux dire, à part quelques maux de tête un petit peu, mais sans plus. Et très rapidement, je vois le compteur s'affoler à la descente, c'est-à-dire que le premier mois, je perds 7 kilos. Mais 7 kilos en mangeant des viandes cuites avec du ghee, du suif ou autre chose, avec quelques légumes assaisonnés comme il faut, et puis c'était bon. Alors au début, grande panique chez mon épouse pour organiser la cuisine. On a vidé nos placards en suivant les recettes de Nelly. Et là, on a bien rigolé parce qu'on a apporté 4 cartons pleins chez la voisine qui était ravie de récupérer plein de bonnes choses. Il n'y avait plus rien dans les placards. On prend la voiture, on est allé faire les courses et on n'a pas trouvé grand-chose. Et on a passé un moment à regarder, retourner les paquets. Et là, on a vraiment pris peur. Vraiment pris peur parce qu'on ne trouvait aucun aliment préfabriqué, préemballé, si j'ose dire, dont la teneur en glucides était, allez, on va dire, inférieure à 8-10 grammes. Oui, oui. Voilà. Vous l'avez vu dans la Céto Academy, parce que vous avez terminé la Céto Academy, vous avez vu des étiquettes d'emballage, ne serait-ce que de jambon, par exemple, où ils sont capables de faire une étiquette jambon avec 90% de viande. Oui. Donc, ces 10%, c'est quoi? Ça va être un ensemble de sel, sucre et eau pour compenser. Exactement. Donc, on se retrouve à avoir du sucre dans du jambon, en fait. Ouais. Et du sucre dans la viande hachée. Parce que j'ai une patiente qui est allée chez comment on appelle ça, je ne vais pas dire le nom de marque, mais bon, les ventes en gros, là, un discounter, là, ou je ne sais pas quoi, qui a trouvé 1 kilo de steak haché, la boîte à un prix étonnant. Elle regarde, elle retourne à la boîte, parce qu'elle commence aussi un régime cétogène, elle est diabétique. Hein. Elle retourne à la boîte et elle voit sucre 30 grammes, glucides, 30 grammes dans un steak haché. Énorme. Alors, elle va voir plus ou moins le responsable du rayon. Elle dit « Oh, moi, je ne sais pas trop, etc. Mais attendez, je vais demander à mon chef. » Et l'explication du chef qu'il avait eu du représentant du fabricant des steaks hachés dit « Ah, mais si on ne met pas de sucre, les viandes ne grillent pas, elles n'ont pas ce côté caramélisé. C'est fait pour cacher la très mauvaise viande et le mauvais gras. » Voilà. Parce que ce sont des gras de rebut, c'est absolument improductif, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la bête. Et pour masquer le coup, ils caramélisent à la cuisson avec du sucre. Voilà. C'est partout comme ça. Oui, oui, quand on descend en plus dans les prix, les gens à un moment donné, ils ne veulent pas comprendre qu'il y a un prix minimum pour tout. C'est-à-dire que élever une bête à l'herbe, etc., il y a un prix. Un bémol quand même, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Ça, il faut en tenir compte. Moi, j'ai toujours fait attention à ça. Je ne viens pas d'une famille où il y a beaucoup d'argent, que j'allais moi-même à la porte répondre aux huissiers de justice quand l'entreprise de mon père n'allait pas bien. Et je faisais à 10 ans des rédactions sur l'URSSAF qui faisaient pleurer ma mère. Donc, je sais ce que c'est. Je connais. Et j'ai toujours fait attention à ça. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a formaté les gens sur, par exemple, l'entrecôte, le filet de bœuf ou des morceaux qui sont très nobles et très chers. Et à côté de ça, il y a, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Vous avez des porcs qui ne sont pas de très bonne qualité en France, qui font 98% du jambon français. Le jambon est relativement cher. Eh bien, quand il y a des surproductions de porc, vous avez des rouelles de porc, c'est-à-dire un jambon qui est coupé dans l'autre sens. En bande. C'est le même morceau. Ça vaut, ils mettent ça en promotion à 2, 3, 4 euros le kilo. Ça vaut rien. Et ben, quand vous avez une promotion comme ça, vous en mettez 5 kilos au congélateur, vous avez du porc que vous pouvez utiliser pour faire n'importe quoi. Voilà. Pareil avec la dinde. Vous avez les filets de dinde qui sont très chers.
La cuisse de dinde, personne n'en veut. Eh ben, vous mettez 2 cuisses de dinde dans une cocotte, vous les faites mijoter et vous avez un bon morceau gélatineux, etc. Pour même pas le quart du prix du filet de dinde, C'est vrai. etc., etc. Mais faites attention parce qu'à un moment donné, on ne peut pas descendre les prix trop bas. Si on a descendu les prix trop bas, on se retrouve à avoir 30% de sucre dans du steak haché. Oui, puis on mange de la cochonnerie. Hein. Et alors ici, en Sud-Bretagne, on a l'avantage d'avoir beaucoup de prés et d'élevage. Donc, quand on va acheter notre viande, c'est le mouton qui a grandi dans le pré juste en sortant de la ville où je suis, la vache, le cochon, pareil. Alors, il y a des porcheries industrielles qui sont en train plus ou moins d'être remises en question, mais on trouve des élevages nature. Or, souvent, j'ai des patients, et notamment des jeunes patientes, qui mettent en avant le côté écologique de la viande. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est catastrophique, etc. Et je leur dis, attention, regardez bien des études qui ont été faites. Une vache élevée au pré est éminemment positive en matière de bilan carbone. Tout à fait. Ça n'a rien à comparer avec l'alimentation de masse, les fermes des 1000 vaches et les choses comme ça. Ne parlons pas des exploitations d'ailleurs, entre autres aux États-Unis et ailleurs, où les animaux sont parqués et sont nourris avec des aliments extrêmement glucidiques. Et donc, j'ai de la famille en Normandie qui me raconte que des vaches meurent parfois à l'abattoir avec des foies de cirrhose. Oui. Elles font le NASH. Mais seulement, elles ont quoi, 4, 5 ans, elles ont fait 4, 5, 6, elles ont parfois 7 ans, elles font des veaux, et puis on les tue tout de suite pour la viande, et on s'aperçoit qu'elles ont un foie qui est bourré de graisse. Et je vais donner un exemple extrême pour bien que les gens comprennent. Si vous avez des moyens et si vous avez eu l'occasion, il y a un bœuf au goût qui est exceptionnel à manger, il s'appelle le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, c'est un bœuf très marbré. Alors, il se vend même pas au kilo, il se vend au 100 grammes, tellement il coûte cher. Bon, très bien. Vous mangez ça une fois dans votre vie, vous dites « Ah, c'est magnifique, c'est super bon, c'est fondant ». Mais quand on regarde techniquement les choses, on prend les études scientifiques, analyse de la graisse de cet animal, c'est un animal malade. C'est un animal qui a induit une stéatose hépatique, qui a des marbrures de graisse qu'il ne devrait pas avoir parce qu'il est intégralement nourri avec certaines céréales et on l'a gavé volontairement pour arriver à ce résultat-là. Mais dans la nature, il ne peut pas être dans cet état-là. S'il mange de l'herbe, ce bœuf, il ne peut pas être dans cet état. Donc, on rend malade les animaux d'élevage, volontairement. C'est vrai. C'est dramatique. On peut en parler pendant des heures. C'est clair. Et donc, il faut faire attention à la qualité de sa nourriture. Il faut être capable éventuellement d'arbitrer quand on a un petit budget entre certains postes et la nourriture. La nourriture, ça doit devenir notre première médecine et c'est une médecine préventive. Donc, l'argent que vous mettez dans votre qualité de nourriture, chez des artisans, chez des petits producteurs, c'est des maladies en moins plus tard. Donc, j'ai toujours été un fervent défenseur de ça. On peut bien sûr travailler un peu sur le prix, mais on ne peut pas descendre trop bas parce que là, après, on passe une limite où clairement, on achète de la merde parce que les gens n'ont pas le choix. On prend par exemple des techniques en boucherie où ils injectent du sel et de l'eau pour faire plus de poids. Alors, vous avez acheté un truc où il y a 20% d'eau dedans, tenu par du sel, et vous avez l'impression de l'avoir acheté moins cher. Mais non, c'est juste qu'ils ont rajouté 20% d'eau. Voilà. Ça fait cher le litre de flotte. Ça fait cher le litre de flotte. Mais ça, c'est des procédures qui sont courantes dans les grandes marques. Bon, alors, il faut faire attention à sa nourriture. Donc, vous découvrez ce régime cétogène. Pour vous, c'est gourmand, c'est facile à tenir, etc. Oui. Et c'est un peu presque une révolution pour vous par rapport à ce que vous avez comme expérience. C'est une révolution dans le sens où, à part l'effort de changer ses habitudes, à part l'effort de conjuguer lorsqu'on va chez des amis ou lorsqu'on va au restaurant, et encore maintenant, on commence à avoir l'habitude, je veux dire, on a des astuces, mais franchement, je cherche encore où est l'effort. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de frustration. Enfin, moi, peut-être que d'autres, par ailleurs, peuvent en rencontrer. Il n'y a pas d'effort. Et puis, je parle aussi au nom de mon épouse. On n'a pas d'effort, on ne fait pas d'effort, on n'a pas de frustration. Et puis, surtout, je dois dire qu'on a redécouvert le plaisir de manger. Et on s'aperçoit d'une chose quand on va dans des restaurants un petit peu gastronomiques, c'est qu'au fond, la haute cuisine, elle est cétogène parce qu'elle est très grasse, très savoureuse. Alors, certes, il y a des glucides, j'exagère, je dis n'importe quoi quelque part, mais je veux dire par là que on recôtoie la cuisine gastronomique, on a simplement enlevé les glucides pour les substituer par d'autres choses qui sont aussi des découvertes et des champs d'investigation. Parce qu'on peut développer plein de choses nouvelles. Et c'est une forme de jeu pour nous, quelque part, cette nouvelle alimentation.
Et on a l'impression non plus de s'alimenter parce qu'il faut manger, on a faim, mais on a l'impression de se nourrir, c'est-à-dire on choisit ce qu'on met dans notre bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant et qui, peut-être parce que j'ai quand même un certain âge et que j'ai peut-être une vision différente, pour moi, ce n'est plus manger pour vivre, ce n'est plus... c'est quelque part, et je le revendique, un petit peu vivre pour manger, au sens une gourmandise, mais responsable, et dans laquelle la priorité est avant tout de se faire du bien. Mais je partage tout à fait votre avis, y compris sur la haute gastronomie. Quand on regarde le patrimoine gastronomique français, il est parfaitement compatible avec le régime cétogène, y compris dans des restaurants étoilés. Dans un restaurant étoilé, vous n'allez pas manger des frites, des pâtes ou du riz, vous allez manger des légumes anciens, vous allez manger de la viande, du poisson, des charcuteries, des œufs, etc. Il n'y a que le dessert éventuellement qui peut poser un problème. On peut s'arrêter au fromage, mais c'est parfaitement compatible. Alors le dessert, bon, alors avant de parler du dessert, c'est vrai que moi je me souviens avant, c'était la culpabilité était omniprésente, cette obligation à manger des légumes vapeur, allez, on se tolérait un petit filet d'huile, et pourtant je suis d'origine méridionale, hein, donc le filet d'huile chez moi c'était un petit peu bizarre. Mon épouse qui est d'origine normande, c'était le petit morceau de beurre, alors c'était le même traumatisme, et on avait l'impression de faire les choses comme il faut, dans les bonnes règles, etc. Et on prenait du poids. Donc, il y avait quelque chose qui dépassait l'entendement. Et j'ai compris bien tard que c'était l'intoxication au sucre. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que ce que vous êtes en train de dire là, des millions de personnes l'ont partagé. On va voir une diététicienne, on va voir un médecin nutritionniste, il nous dit de faire des choses, on s'applique, on a une discipline, on suit scrupuleusement ce qui est dit, on pèse, etc. Et au final, on échoue. Et quand on va revoir ce spécialiste de la médecine, en gros, il nous accuse de menteur, c'est qu'on a dû tricher ou mal faire des choses, etc. Ah ben moi, j'ai entendu, vous avez fait faire la prise de sang à votre frère pour un diabétique. Voilà, et c'est ce genre de choses. Mais c'est un peu normal. Tous les médecins, comment dire, ce métier, on le fait dans l'idée d'une toute-puissance, parce qu'on est les détenteurs du savoir absolu, des solutions qui sauvent de la plus grande angoisse de l'humanité qui s'appelle la mort. Et à travers la maladie, on revit nos angoisses de mort, c'est évident. Donc, quand j'ai un problème, je vais voir le médecin. Parfois, on doit avoir l'impression de mourir avec un petit bouton sur le nez parce qu'on va vite chez le médecin dès qu'on a un petit bouton sur le nez. Mais ça, c'est autre chose. Je veux dire par là que l'idée de bien manger, comme le dit le médecin, l'idée de bien manger, comme le dit la diététicienne ou les magazines ou ceci ou cela, c'est une façon de se dire aussi, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Et ce qui est terrible quelque part, c'est qu'on a à côté de ça une société qui promeut énormément par le biais de la publicité, des comportements sociaux, de ceci, de cela, une alimentation absolument délétère, dans laquelle moi-même je ne suis pas allé. Hein, je suis exceptionnellement allé vers une alimentation fast-food, vers des déjeuners aux céréales, enfin on peut imaginer toutes ces choses-là. Mais quand on regarde les publicités à la télévision, un jour je me suis amusé sur une période donnée à relever les publicités alimentaires, que ce soit boisson ou nourriture. Franchement, il y en a eu une où il n'y avait pas la promotion de produits sucrés. Bien sûr. C'était pour de l'eau. Donc, à un moment donné, c'est très bien, mais je me dis, OK, que les marketeurs fassent leur boulot pour vendre des produits, ils sont payés pour ça et très bien payés. Que les industriels s'adressent aux marketeurs pour vendre le produit, je comprends ça à la limite. La finalité d'une entreprise, c'est quand même d'avoir un bilan positif. Bon. Mais qu'au niveau national, il y ait un obscurantisme à ce point installé, soit il y a une intervention extérieure, effectivement, par des lobbies très puissants, mais quand même, soit il y a une espèce de cohorte de gens qui suivent un mouvement sans vraiment se remettre en question à tous les niveaux. Oh, tout le monde mange comme ça. Après tout, je vois les jeunes générations, mais tout le monde mange comme ça, donc c'est normal que je puisse manger comme ça. Exactement. Oui, pardon. J'utilise alors, je sais que je suis violent dans le terme, mais pourtant, pour moi, il est important. C'est abruti et abrutissement. Oui. Parce que ces termes, si vous voulez, quand on regarde un petit peu toute l'histoire, et je tire mon chapeau à Nina Teicholz aux États-Unis, qui a fait un travail d'enquête énorme sur toute la corruption scientifique, l'implémentation des directives nutritionnelles aux États-Unis, etc. On se rend compte que tout ça, ça a été mis en place avec une corruption massive. Et que finalement, ces directives nutritionnelles américaines frelatées se sont exportées dans le monde entier et personne n'a gratté pour se rendre compte que c'était totalement stupide,
Faux, scientifiquement erroné, faux, ça reposait sur rien. Elles ont été adoptées comme ça. Et c'est comme ça que, par exemple, en France, vous avez le Nutri-Score, qui est pour moi une façon de rendre bêtes les gens, puisqu'on se retrouve à avoir des aliments parfaitement compatibles avec la santé, avec des scores très mauvais, et des choses très mauvaises, comme des céréales pour le petit déjeuner, etc., qui sont considérées comme bonnes. Et là, c'est l'arbre qui veut cacher la forêt, le Nutri-Score. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est scientifiquement une fraude, scientifiquement. Et d'ailleurs, ça va faire mal, parce que si l'équipe de Trump, avec Kennedy au pouvoir, change les choses, il va y avoir un virage à 180 degrés. Je ne sais pas comment ils vont faire avec leur Nutri-Score, parce que concrètement, c'est juste exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, toutes les choses avec des graisses saturées, etc., sont très mal renseignées. Et on se rend compte que là, c'est l'effondrement de 60 ans de mensonges nutritionnels aux États-Unis. Donc, que va faire le monde avec cet effondrement ? Alors, vous parlez de mensonges. Quand on tient des propos comme ça, je pourrais dire, mais Monsieur Génisson, c'est bien joli ce que vous me dites, mais vous êtes un complotiste. Alors oui, mais maintenant, aujourd'hui, un complotiste, c'est presque un compliment, dans le sens où c'est quelqu'un qui pense. Et moi, en plus, j'ai l'avantage de n'être personne. Ma démarche est scientifique, mais j'en suis pas un. Je ne suis pas médecin, je suis un simple citoyen. Et donc, je me dois obligatoirement de sourcer précisément tout ce que je dis. Et par exemple, quand je dis que nous avons un monde parfaitement corrompu, je cite la première étude qui a été faite, 1960, l'université d'Harvard, 60 000 $ versés à 3 scientifiques spécifiquement, pour dire que non, le problème, c'était pas le sucre, c'était les graisses. Et ça commence là. Et ainsi de suite. Et on en a plein d'autres derrière. On a plein d'autres noms de corrompus. Je suis d'accord, mais bon, j'ai regardé un petit peu les études que vous mettiez en avant aussi. Bon, il se trouve que je parle couramment anglais, donc ce n'est pas vraiment un problème pour moi, et que je suis médecin. Mais supposez, je suis monsieur tout le monde. Et je veux, mais j'entends, il est bien gentil ce monsieur Génisson, mais moi je vais quand même vérifier ce qu'il dit. Eh bien, excusez-moi, c'est absolument illisible pour 99% de la population. Donc, que font les gens ? Ils font confiance. D'abord, on n'a aucune éducation alimentaire, que ce soit dans notre formation scolaire ou quoi que ce soit. On n'a rien du tout. Et quand bien même on l'aurait, ça serait en référentiel à quoi ? Le fameux repas équilibré, et on sait comment il était défini, c'est dans les années 50, je ne sais pas combien, c'est une véritable mistouflerie, la façon dont il a été évalué. Et aujourd'hui, tout le monde s'assoit là-dessus, personne ne se remet en question. Et quand j'en parle même à des confrères, bon, il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai eu quelques petites pépins de santé, et quand j'ai appris à certains confrères que j'ai des tas de symptômes qui avaient disparu du fait de la perte des 20 kilos, et surtout qu'ils me demandent « mais comment vous avez fait ?» Eh bien, je leur explique, ils me disent « oh là là, oui, mais ça, rien n'a été prouvé, des études ont montré que ce n'était pas efficace, attention. » Enfin, je veux dire, alors, dans ces cas-là, je dis rien, je dis « mon petit père, tu as raison, je suis désolé, mais tu vas rester malheureusement dans ton domaine. » Et on pourrait penser aussi que c'est moi qui ai tort. Bien sûr. Si on voit les choses autrement, la parole de qui est la bonne ? Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que tout le monde a droit au chapitre. Tout est fait pour suggérer l'avis de tout le monde. Ça entretient une espèce d'angoisse générale. Les réseaux sociaux là-dessus ne sont qu'une caisse de résonance effroyable de ces angoisses collectives. Et n'importe qui un peu désespéré est prêt à croire n'importe qui pour arriver à quelque chose. Et c'est la porte ouverte à tout, où même les scientifiques n'étant pas d'accord entre eux ne sont en plus pas du tout considérés dans ce qu'ils peuvent dire. C'est complexe. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. Moi, ma solution, elle est unique. Je l'ai toujours dit aux gens. Faites l'effort. Vous devez écouter absolument personne, y compris moi. Je n'arrête pas de le dire. Vous devez aller vous tourner vers la science. La science, elle est ouverte et disponible sur PubMed. C'est l'annuaire mondial de toutes les études scientifiques publiées. Vous allez dessus. Oui, c'est en anglais. Oui, c'est chiant à lire. Oui, il faut trier parce qu'il y a de la bonne science et de la mauvaise. Mais c'est qu'à partir de cette source-là que vous pouvez vous faire une opinion éclairée. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Parce que si vous me faites parler sur un sujet, je vais dire certaines choses. Vous faites parler une autre personne, va dire autre chose. Comment vous faites pour choisir entre ces deux ? Si vous écoutez Jean-Michel Cohen, le nutritionniste des Français, qui vous explique qu'il faut manger 2 baguettes de pain par jour parce que ça suit le plan alimentaire français, et qu'Ulrich Genisson vous dit qu'il a perdu 35 kilos en supprimant les 2 baguettes de pain au levain qu'il mangeait par jour, vous faites comment pour choisir ? Regardez le ventre de Jean-Michel Cohen, vous aurez votre réponse. Sinon, vous pourrez aller sur PubMed et regarder un petit peu ce que nous dit la science sur quand on retire les glucides. Il y a plus de 6000 études publiées maintenant, quasiment dans tous les domaines. Vous pouvez vous faire votre opinion directement en contact avec la science. En plus, maintenant, il y a des traducteurs en ligne. Il y a des choses pour s'aider à comprendre. Je n'ai pas dit tout, mais au moins pour
pour comprendre que là, c'est sérieux. Voilà. Oui, à propos de nos confrères Cohen, et par pur respect déontologique, je vous laisserai seul libre de vos propos. Je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. J'ai une longue histoire avec Jean-Michel Cohen qui a été un des premiers. On était passé sur de mémoire, c'était. Ah oui, il y avait une émission sur TF1, c'était 60 minutes Inside, je ne sais pas si ça existe encore. Et puis le journal de 20 heures qui était venu nous voir. Et juste derrière nous, il y a eu Jean-Michel Cohen pour expliquer que tout ce qu'on disait sur le régime cétogène, c'était pas bien. Donc c'est pour ça qu'on a. Ils sont très forts, les journalistes. Hein. On a un lien. On vient parler du régime cétogène, on vient parler de tous les bienfaits qu'on a pu avoir. Et juste derrière, on fait parler Jean-Michel Cohen, l'expert en nutrition des Français, pour dire que tout ce qu'on dit, attention. Ah, mais mais pour faire une bonne émission de journaliste, il faut forcément quelqu'un qui vienne contredire. Sinon, si tout le monde chante la même chose, c'est ennuyeux. Oui, alors à la limite, on peut. Moi, c'est de la contradiction, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut argumenter. C'est-à-dire que là, concrètement, il n'y a pas d'études scientifiques qui nous expliquent qu'on peut avoir une perte de poids avec 2 baguettes de pain au levain. Il n'y a pas. J'en connais pas. Donc, cherchons les sciences, parlons de science. Moi, je veux bien débattre longuement autour de 2-3 études scientifiques. Je veux bien accepter ça, bien sûr. Mais pas de la croyance. Et là, on est beaucoup dans la croyance encore. Nina Teicholz, par exemple, qui travaille vraiment sur cette histoire de corruption au niveau du board qui fait les directives nutritionnelles américaines, elle nous a encore expliqué que le dernier board qui a été réuni, qui va nous faire des directives 2025-2030, il y a 11 personnes. Dans les 11 personnes, il y en a 10 qui sont en corruption massive avec l'industrie agroalimentaire, jusqu'à plus de $1 million de salaire par an. On vit une époque formidable. Comment vous voulez que des gens qui sont payés $1 million par an par l'industrie agroalimentaire vous disent autre chose que manger ce que l'industrie agroalimentaire produit? Voilà. En même temps, je vous répondrai que quoi que les gens puissent chanter, vous n'êtes pas obligé de chanter faux avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout s'achète, y la confiance. Les médecins peuvent très bien avoir leur propre recul et leur propre volonté de creuser un peu les choses, alors qu'aujourd'hui, très souvent, on nous fait faire des formations continues, mais je veux dire, on dirait presque que les 8 années de médecine, une fois qu'elles sont finies, les choses sont gravées dans le marbre. Et après, pour faire changer les choses, eh bien, bon courage. Hein. Non, c'est un travail constant. Moi-même, j'ai une revue scientifique tous les vendredis. Je suis abonné à plein de mots-clés sur PubMed. Tous les vendredis, je dépiote ça. Tous les vendredis, j'apprends des choses. Tous les vendredis, j'apprends des choses qui contredisent ce que j'ai appris le vendredi d'avant. Tous les vendredis. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là, vous êtes tout le temps à jour. Si vous stoppez vos études, que vous rentrez dans la pratique médicale et que vous n'êtes pas en contact avec les nouvelles découvertes scientifiques, eh ben, vous êtes dépassé. C'est immense en plus, les quantités de nouveaux savoirs qui arrivent, des nouvelles couches, la génétique, l'épigénétique, les nouvelles molécules, des choses qui sont bêtes, hein, mais par exemple, vous avez des syndromes aujourd'hui que les médecins ne savent pas traiter, le syndrome des lers dans l'os, on ne sait pas ce que c'est une nébuleuse. Quand on regarde, en fait, c'est relativement simple, mais ça touche énormément de gens, et il y a encore beaucoup de sciences à créer. Ce genre de choses, si les médecins ne sont pas formés, bah, ils ne peuvent pas répondre. Parce que l'air dans l'os, il y a 10 ans, on ne savait rien du tout, quoi. Voilà. Ah oui. Et c'est compliqué. Donc, je comprends vraiment toute la difficulté entre des horaires chargés, des patients qui veulent la pilule magique sans faire d'efforts, un système administratif qui vous met une grosse pression pour vraiment suivre les lignes directrices. La position du médecin est difficile aujourd'hui. Oui, mais comme je vous ai dit auparavant, à 3 ans de la retraite, je travaille pour mes patients. Point barre. Oui. Et ce qui m'embête vraiment, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que le régime cétogène, c'est pas arrêter vos traitements, mettez un régime cétogène à la place. C'est totalement compatible avec les traitements. On peut, par exemple, il y a une étude qui avait été publiée sur comment accompagner le diabète de type 2, déjà installé depuis longtemps, y compris sous insuline, etc., avec le régime cétogène. Quoi mesurer, comment descendre les traitements, etc. Ça, c'est publié. Donc, un médecin qui voudrait s'y mettre, il a toute la feuille de route pour sortir le malade du diabète. Dans ma pratique, moi, je reste sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour, par exemple, prenons le cas des diabétiques. Je parle des diabètes type 2, c'est-à-dire non insulinés. Alors déjà, d'entrée de jeu, je leur fais quand même un peu comprendre que le diabète, c'est 3 étapes. Il y a d'abord les pilules, après les piqûres, et après, c'est la pourriture. Alors, c'est une phrase choc, mais les gens m'ont remercié. Ils m'ont remercié parce que les gens, souvent, s'imaginent, j'ai 60 ans, j'ai un petit diabète comme papa, quoi, et je redoutais, mais bon, à 60 ans, c'est un peu normal.
Enfin, ils attendent le boulet dans la figure sans savoir vraiment quand ça va arriver. Il y a une forme de passivité là-dessus très souvent. Et puis, je leur dis, attention, vous mettez le doigt dans quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, là-dessus, je leur propose en parallèle une réflexion sur peut-être s'alimenter autrement. Au départ, je ne vais pas très vite. Je leur explique, etc., etc. Je vous avoue, et là-dessus, il est évident que je n'ai aucune royalty de votre part. J'ai plutôt tendance à leur proposer d'aller vers votre livre ou de regarder les vidéos de mes confrères Arnaud et des Fournets. Et je les laisse un peu décanter, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quand même un choc, quoi. C'est-à-dire que vous avez mangé pendant 60 ans d'une certaine façon, ou même parfois même 50 d'ailleurs, et puis tout d'un coup, vous rencontrez un médecin qui vous dit attention, pilule, piqûre, pourriture, et puis si vous voulez sauver votre peau, il faut complètement changer, mais complètement changer votre approche. Alors qu'en fait, le changement n'est pas si dramatique que ça. Ça s'appelle toujours se nourrir. On ne fait qu'enlever une partie des aliments de base. Mais c'est vécu, chaque fois j'ai droit. Mais comment je vais faire sans pain? Ah non, c'est pas possible, moi les pâtes, je peux pas m'en passer. Ah mais comment? Ah mais on mange plus rien alors quoi, hein, docteur, on va plus rien manger. Alors je laisse décanter, et puis ils reviennent doucement. Et puis le pilule, piqûre, pourriture, ça leur met quand même un peu la pression. Et là, on commence à parler et ils entrevoient ça. Et c'est là souvent que je leur propose d'aller vers votre ouvrage ou de voir les vidéos et ça bouge. Ça bouge. Parce que de l'autre côté, ils prennent quand même des traitements tous les jours et puis ils finissent presque par se maudire d'avaler tous les jours avec le pilulier qui est prêt, là où tous les matins défaire les boîtes, les refaire dans la petite pochette au petit déjeuner. Et puis ils se disent, ça y est, quoi, on est déjà dans la dernière ligne droite, hein, d'une certaine façon, avec ce côté péjoratif des médicaments pour survivre. Hein. Heureusement que j'ai les cachés pour cacher. Et on n'avance pas, on avance. Et là, au contraire, ils commencent à bouger. Seulement pour ça, il faut qu'ils soient capables de se prendre en charge et de se remettre en question. Et quand vous avez des individus qui attendent toute la médecine, qui se mettent dans une posture de victime professionnelle, comme je les appelle, oui, ils sont là uniquement pour dire, mais écoutez, donnez-moi toutes les pilules que vous voulez, mais ne me demandez pas de changer. Moi, je veux continuer à fumer, je veux continuer à picoler, je veux continuer à manger ce que je veux, parce que j'ai toujours vécu comme ça, etc., etc., etc. Après, je leur dis, OK, mais vous assumerez, en leur expliquant où ils vont. Voilà. Moi aussi, je suis un grand défenseur de la liberté individuelle et que des gens qui assument parfaitement qu'ils sont en train de faire quelque chose, qui est en train de creuser leur tombe, OK, assumez. Mais le vrai problème, c'est l'immense majorité qui n'a pas conscience qu'elle est en erreur, et y compris, je vais donner un exemple, hein, on parle de diabète de type 2 familial, qui est une hérésie pour moi. Par contre, nous avons des traditions familiales, de mauvaises traditions familiales. Il y a une personne qui doit témoigner dans un prochain portrait keto, qui me disait, je suis d'origine maghrébine, donc il y a toutes les recettes familiales, elle était marocaine, je crois, du nord du Maroc. Ma mère est morte du diabète, mon père est mort du diabète, ma grand-mère est morte du diabète. Moi, j'avais un diabète avec une hémoglobine à 12. Bon. Et j'étais en plus aide-soignante. Donc j'ai vu tout ça. Et elle est passée sur un régime cétogène, elle a perdu 40 ou 50 kilos, elle n'a plus de diabète de type 2, etc. Et en fait, elle vient de me dire, je veux témoigner parce que non, il n'y a pas de diabète de type 2 familial. Il y a une mauvaise tradition familiale qui est donnée de génération en génération. Et c'est vrai que c'est frustrant quand on a 60 ans, qu'on adore certaines recettes que la grand-mère a transmises de tarte aux pommes, de je ne sais pas quoi. Et on se dit, si je ne peux plus manger ma tarte le dimanche, ma vie va être triste. C'est purement affectif. Exactement. C'est purement affectif. Il y a une focalisation d'affect sur le sucré. Parce que c'est la mamie gâteau, parce que c'est les repas du dimanche, parce qu'il y a le côté pâte. Quand on était petit, pour me faire plaisir, maman faisait des coquillettes. J'entends ça tous les jours. Et donc, les gens viennent doucement à cette idée-là. Alors, généralement, ils se mettent un petit peu au milieu du gué. C'est-à-dire, ils prennent les recettes de Nelly souvent, ils continuent à manger glucides, mais ils effondrent leur quantité de glucides sans l'arrêter, et ils s'inspirent de recettes. Alors la recette, qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, il y a le conjoint ou la conjointe qui dit « mais c'est pas si mauvais ce que tu manges ». Et ils commencent à s'intéresser à ça, parce qu'au début, c'est dit « écoute, ton truc, tu te le feras tout seul, parce que moi, je vais continuer à manger comme d'habitude ». Et là, on voit des choses extraordinaires se passer, mais on pourrait en écrire un roman. Mais c'est génial. Et ces gens-là, à ce moment-là, je les entoure, enfin,
je reste à ma position de médecin dans la neutralité, mais je veux dire, je les accompagne, je les sécurise, je leur explique, je prends le temps de bien leur expliquer les choses parce qu'ils vont vers l'inconnu et c'est pas facile. D'autant plus que là où je suis, c'est vrai il n'y a absolument personne qui puisse prendre ce relais. Donc moi, je ne veux pas faire de suivi, je fais la promotion, mais je n'ai pas ni le temps ni la capacité de connaissance pour faire un suivi régulier. C'est là, en fait, où moi, je ne peux pas tout seul faire tout ça. Il y a au niveau du système des choses à faire, il faut s'organiser. Et il y aurait vraiment besoin d'unir des diététiciennes, des nutritionnistes formés avec des gens qui font un peu de la cuisine. Et on pourrait avoir des lieux simples qui seraient des ateliers cuisine pour des gens qui sont perdus, ils ne savent pas quoi manger, ils ne savent pas quoi remplacer, etc. pendant quelques heures. Et je pense, par exemple, au diabète de type 2, je pense à ma mère qui est décédée d'un glioblastome. Quand on voit le coût des chimiothérapies, des traitements qui servent à rien, parce que ce sont des traitements de fin de vie, c'est pas des traitements pour inverser la maladie. Eh bien, expliquer, faire un petit atelier cuisine en disant, voilà, vous devez supprimer ça de la nutrition et vous pouvez remplacer comme ça. Ça coûterait rien. Ça coûterait quelques centaines d'euros à la collectivité, entre guillemets, ce qui ferait économiser peut-être des milliers d'euros de l'autre côté. Mais ces lieux-là n'existent pas. Donc, je comprends, vous, en tant que médecin généraliste, vous ne pouvez pas donner des conseils culinaires aux gens. Vous n'avez pas le temps. Donc, Alors, j'avais quand même une idée arrivée à la retraite, c'est en train de germer. Peut-être me rapprocher de mes confrères endocrinos et diététiciens de l'hôpital. Et peut-être faire sous forme, alors pas la conférence, parce que j'aime pas la conférence, c'est un petit peu unilatéral. Il y en a un qui arrive avec son micro, tout le monde l'écoute, et puis à la fin, on pose des questions en passant un micro. J'aime pas trop ça. Mais peut-être mettre en place, je vais voir si c'est possible, des réunions, d'abord avec des diabétiques, etc. Et puis peut-être après ouvertes à tout le monde, pour expliquer exactement de quoi on parle, vers quoi on peut aller, qu'est-ce que ça apporte, etc. Simplement au stade de la promotion et non pas au stade du suivi, sûrement pas. D'où l'intérêt d'associer quand même des diététiciens. Tout à fait. Mais je n'ai pas fait de démarche encore, mais je crains le pire, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose, dans la méfiance, dans le déni d'une autre approche, dans l'absence de référentiel c'est une démarche qui rassure de dire « Ah, mais il n'y a aucune étude qui a prouvé, une étude qui a prouvé. » Ben voilà, on a tout dit, on est scientifique, on est merveilleux, mais en fait, on n'a rien creusé, quoi. On n'est pas avancé. On n'a pas avancé. Non, il faut… l'idée de dire il n'y a pas de science, c'est faux. Moi, je les ai quasiment toutes. Ça fait des années à les récupérer, c'est faux, on les a. Donc, quelqu'un qui a envie de savoir pour telle pathologie, quelles sont les études sur le régime cétogène qui ont été publiées, on les a. Bon, donc on peut faire des choses. On peut mettre déjà un cadre scientifique en place pour prendre des décisions, peu importe l'objectif. Quand je vois mais littéralement une folie, 60 000 personnes qui font des chirurgies bariatriques par an en France, 60 000. Et à côté de ça, on a des papiers, j'en ai trois papiers scientifiques qui nous expliquent la chose suivante. Nous avons mis en place un régime cétogène chez des gens qui étaient programmés en chirurgie bariatrique pendant 1 mois. Leurs paramètres biologiques se sont améliorés, tour de taille, poids, tension, hémoglobine glyquée, CRP, etc., etc. Ils sont prêts pour passer en chirurgie. Oui. 3 papiers comme ça. Ben moi, je pose la question. Ben, il suffisait de déprogrammer la chirurgie et de continuer le régime cétogène. Puis on aurait pu voir. Voilà l'hérésie. Mais on les a, les papiers. Je suis convaincu que nous marchons sur la tête. Mais derrière tout ça, supposons que demain, il y ait une grande quantité de la population qui vienne au cétogène. Eh bien, je crains que beaucoup de nobles corporations se retrouvent en difficulté. Et autant de médecins, autant d'admirables pâtissiers, boulangers et autres chocolatiers. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Et honnêtement, pour la pâtisserie, nous, c'est notre passion. Moi, j'ai un œil pour ça. Nelly, c'est pareil. Quand on rentre dans une pâtisserie ou qu'on va au restaurant, etc., et là, on s'est dit, tiens, on pourra le passer en cétogène comme ça et comme ça. Par exemple, nous avons des sucrants alternatifs aujourd'hui qui font des merveilles. Et nous avons quelques ingrédients qui peuvent parfaitement remplacer la farine de blé. On peut parfaitement ouvrir une grande pâtisserie et avoir un résultat merveilleux sans impacter la santé des gens. On peut faire ça. Alors, vous dites ça, mais moi, je suis allé voir j'ai l'intention d'aller voir un boulanger pour commencer, pour faire du pain cétogène. Donc, apparemment sur commande, parce que ça m'étonnerait qu'il ait suffisamment de débit pour lancer ça. Et donc, j'en ai parlé à des boulangers, y compris des jeunes boulangers d'ailleurs, qui sont en création, qui passent dans mon cabinet. Ils m'ont dit, oh là là, mais vous croyez que ça va me monopoliser un temps fou? Et il n'y a personne qui va venir acheter. Oui, alors ça, oui, bien sûr, c'est logique. Si les gens ne sont pas initiés,
forcément, il n'y a pas de clients. C'est toujours le problème de l'offre et la demande. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une grosse demande pour avoir une offre ou est-ce Sur qu'il faut qu'il y ait commande. une grosse offre pour avoir une demande? Bon. Sur Mais commande. on va revenir à notre ami Jean-Michel Cohen, le nutritionniste des Français, qui était pionnier dans le sujet, puisqu'il y a, je ne sais pas, au moins 10 ou 15 ans, il avait créé une entreprise qui s'appelait Energus 10, qui est un mélange de farine très riche en protéines, très pauvre en glucides et qui vendait à la boulangerie française. Mhm. Donc, il suffisait au boulanger de prendre ses sacs de 25 kilos, de mélanger avec de l'eau et il faisait des pains riches en protéines et pauvres en glucides. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Et techniquement parlant, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Mais il va falloir qu'au niveau national, des spécialistes de la nutrition, des congrès médicaux, des directives nutritionnelles s'ajustent pour que les professionnels derrière s'en inspirent. Vous savez, moi j'ai travaillé dans tout ce domaine-là, expertise agroalimentaire, je connais tous les grands moulins de France, etc. Leur travail, eux, c'est de fournir de la marchandise. Hein. Ils s'en foutent de ce qu'ils fournissent. Hein. Si on leur dit de prendre plutôt une farine de lupin, une farine de lin, une farine de soja, ce qu'on veut, ils vont la faire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, et le boulanger, c'est pareil, son travail, c'est de vendre du pain. Il s'en fout ce qu'il y a dedans. Lui, si c'est du blé dur, si c'est du blé tendre, si c'est du sec, si c'est de l'épeautre, il s'en fout. Voilà. Quand je pense que quand je vais montrer la recette avec des produits qui sortent complètement de la routine, je pense qu'il y en a plus d'un qui va être refroidi. Mais enfin, je vais essayer, je vais voir. Non, mais alors après, il faut regarder l'étage du dessus. En fait, ceux qui leur fournissent les matières premières, eux, ils sont capables de faire des mix, des mélanges prêts à être utilisés. Nous, on travaille pour eux. On a une entreprise de consulting qui fait ça. Et donc, on est capable d'élaborer, de faire des recettes pour que l'industrie puisse standardiser et industrialiser des recettes. Il y a beaucoup de gens au détail. Quand vous regardez un boulanger moderne aujourd'hui, vous avez une étiquette sur le sac de farine qui dit exactement les temps de pousse, la quantité d'eau, etc., etc. On peut faire ça avec des produits compatibles avec le régime cétogène, très simplement. Et Nelly, elle a fait des stages de formation chez des grands cuisiniers, chez des grands pâtissiers, chez des fabricants de chocolat, etc. On peut parfaitement, mais très facilement, switcher une partie de leur production vers quelque chose de cétogène, santé. Oui, en partie. Très facilement. Très facilement. On n'a pas de frein, en fait. Il n'y a rien qui nous manque. On peut faire partie, il ne s'agit pas de faire une reconversion totale, mais offrir une petite possibilité. On pourrait même le proposer dans les restaurants. Avant-hier soir, je mangeais au restaurant et je dis au cuisinier, mais au fond, ça ne vous tente pas de faire des plats cétogènes? Parce que je lui avais demandé de manger, de ne pas mettre de glucides dans le plat principal. Il m'a apporté une magnifique joue de porc avec une sauce extraordinaire et autour, il avait mis des fonds d'artichaut, il avait mis du navet, des navets boules d'or, etc. Donc, il avait déjà ça en prêt et ça sortait un peu des légumes habituels qu'on trouve au restaurant. Et j'ai poussé le bouchon un peu plus loin en disant, mais pourquoi vous ne proposeriez pas des plats comme ça ou des alternatives sans glucides? Il m'a dit, mais moi, je suis prêt. Mais au niveau d'une carte, j'ai l'impression, à part vous, j'en ai pas beaucoup qui me demandent ça. Il a raison. J'ai beaucoup, dans mon ancienne vie, j'ai beaucoup roulé. Je faisais entre 100 et 120 000 km par an. Je connaissais tous les bons restaurants routiers français. J'avais mes petites adresses à droite, à gauche. J'allais dans des endroits où on faisait le plat du jour, où j'avais mes légumes, etc. Mais quand on discute avec eux, 80% de mes clients, c'est des routiers, ils veulent des frites. Donc, s'il retire les frites, il fait faillite, parce que les clients veulent des frites. Donc, il y a un moment donné, il faut vraiment faire un électrochoc national pour une prise de conscience, pour que toute la filière change. Aujourd'hui, les gens sont formatés, abrutis par les médias, par la télévision, etc. On leur fait croire que ça, c'est compatible avec la santé. On leur répète en boucle, tout le monde y croit. Le professionnel, lui, son travail, c'est de faire vivre son entreprise et de fournir des clients. Si les clients ils veulent des frites, il fait des frites. Alors moi, je suis aussi dans une ville où il y a quand même un milieu socio-intellectuel quand même assez élevé. Il y a du revenu. Je suis aussi dans un quartier étudiant avec des études supérieures parfois assez poussées. Donc, j'ai affaire à des jeunes étudiants et étudiantes qui ont quand même un certain niveau. Et je suis très surpris de voir. En face, j'ai un CFA, donc un centre de formation professionnelle, avec des jeunes gens très sympathiques, mais qui n'ont pas parfois un bagage supérieur. Et tout le monde est assez ouvert à ce genre d'alimentation. Mais entre en avoir envie et puis dans le rythme d'une vie de jeune étudiante ou de jeune adulte actif, etc., l'intégrer, cela, c'est pas facile. Et c'est là où, quand ils ont envie d'aller, j'essaye de les accompagner, de les rassurer. Mais bon, on a d'excellents résultats. Moi, en gros, peut-être je dois avoir peut-être une bonne quinzaine, vingtaine de gens qui en avaient besoin, qui l'ont déjà fait en 10 mois.
franchement, allez, il y en a un ou deux qui a pas vraiment compris et puis qui est resté au milieu du gué. Il a eu les inconvénients des deux mondes. Il a eu les inconvénients du monde glucidique avec des carences et puis des malaises et puis des hypoglycémies, et il n'a pas eu les bénéfices du monde cétogène. Donc, pour lui, c'était inconvénient et inconvénient. Et donc, ils ont laissé tomber, mais globalement, les gens sont emballés avec des résultats, mais comme il dit, ça va tout seul. Ça vient tout seul. Et différentes pathologies ou uniquement sur le poids, diabète de type 2 ? Alors, les deux pôles essentiels, c'est le poids, et pas forcément l'obésité énorme, comme vous dites très bien, c'est tout de suite pris en charge avec cette idée de l'opération magique et qui va régler tous les problèmes. Et l'autre pôle, ce sont les diabétiques, mais que des diabétiques de type 2. Les diabétiques de type 1, je ne m'y risque pas parce qu'il y a des risques de dérapage qui peuvent aller très loin. Et je vous avoue que là-dessus, je ne me sens pas capable de les accompagner parce que je n'ai pas le temps, la disponibilité, ni la compétence d'un diabétologue chevronné. Voilà. Oui, c'est le diabétique de type 1, il est en France un peu tout seul. J'ai essayé de contacter. Je sais qu'il y a un essai qui est en train de se faire à la Pitié-Salpêtrière, accompagner le diabète de type 1 grâce au régime cétogène. J'ai contacté les 3 nutritionnistes et l'endocrinologue qui gère le projet. Impossible de leur parler. Ils ne veulent pas s'exprimer. Bon, ok, très bien. Ouais. Mais par contre, on voit aux États-Unis, j'aime bien citer le docteur Bernstein, qui est pour moi une sommité. Rappelons que le docteur Bernstein est à la base ingénieur. Il est touché par un diabète de type 1. C'est le pionnier du régime cétogène pour gérer son diabète de type 1. Si on a des courbes avec des graphes de glycémie, c'est grâce à lui. Il a commencé ça dans les années 60. Oui. Et comme tout le monde se foutait de lui parce qu'il n'était pas médecin, il a passé son diplôme de médecin. Donc c'est pour ça que c'est devenu le docteur Bernstein. Mais il est devenu le pionnier et son livre est une référence internationale. Mais malheureusement, en France, les gens ne sont pas formés ni informés sur le suivi d'un diabète de type 1 grâce au régime cétogène. Vous vous rendez compte quand même que la crédibilité d'un individu se limite exclusivement à un morceau de papier imprimé et signé par le recteur de l'académie. Exactement. Il était ingénieur, il a repris ses études à un âge déjà avancé. Maintenant, il a pas loin de 90 ans et il continue à publier sur YouTube grâce à deux, trois amis qui l'aident sur la technologie. Et il a dû passer un diplôme de médecin pour avoir la crédibilité de ce qu'il a avancé. À New York, aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est le monde dans lequel on est et on pourrait démultiplier ça avec le glioblastome, par exemple, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ma mère est décédée d'un glioblastome et que j'ai beaucoup cherché à l'époque. Alors, quand je vois aujourd'hui des études ouvertes qui sont faites avec des patients touchés par glioblastome, avec chirurgie ou sans, avec radiothérapie ou sans, avec chimiothérapie ou sans, et quand on voit les effets du régime cétogène sur ces tumeurs qui sont considérées comme incurables, je rappelle, c'est incurable par la médecine. Et quand on voit... Il y a une conférence qui a été faite justement par le directeur de cette étude ouverte en Nouvelle-Zélande. Quand on voit des gens avec glioblastome, sans chimio, sans radiothérapie, sans chirurgie, au bout de 12 mois, plus de traces de tumeurs à l'IRM, n'importe quel médecin ou n'importe quel scientifique devrait se dire « Oh, on va s'asseoir. » Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, le régime cétogène en tant qu'au moins adjuvant au traitement, je n'ai pas dit d'interrompre les traitements, mais au moins pour accompagner, ça devrait être, pour moi, la base d'une approche dans une rémission du régime du glioblastome. Et je vais rappeler le témoignage de Christophe Coincard, qui est un Français expatrié à Chicago, qui en 2012 est touché par un glioblastome. En 2012, il fait chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Le médecin en charge lui dit « Rentre en France, va dire au revoir à ta famille parce que nous, on ne peut plus rien faire. » Sa sœur ingénieure lui dit « Tu sais, on entend des choses sur le régime cétogène, tu risques rien à essayer. » Christophe essaye et il est toujours là, Christophe. On est en 2024 et je lui souhaite une vie très longue et heureuse. Mais aujourd'hui, il a invalidé le scénario mortifère des médecins. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, je ne veux pas vendre du rêve, mais à un moment donné, moi, je pense que la science et la médecine doivent s'intéresser à ces cas pour essayer d'expliquer comment ça a été rendu possible. Mais vous savez, ce n'est pas histoire de faire partie du sérail médical ou pas. C'est que même entre nous médecins, on n'est pas tendre. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le supposé savoir qu'un médecin doit posséder appartient au charlatanisme. Je caricature. Hein. Non, c'est ça. Mais avant que ça soit adoubé, et pourtant, hein, vous êtes passé quand même devant l'ordre des médecins nationaux, je crois. J'ai été invité par le professeur Perlmutter à la fondation de l'Académie de médecine pour m'exprimer sur le régime cétogène. Oui. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire,
Ils ne vous ont peut-être pas adoubé officiellement, mais en tout cas, vous avez été reconnu dans votre démarche. Donc, même ça, ça devrait appeler une certaine humilité, une certaine ouverture, une certaine curiosité. Mais je crois qu'on est tellement pris dans nos quotidiens, dans des rythmes de dingue, qu'on ne fait que perpétrer un savoir acquis et on répète, on répète, on répète. Oui. Après, vous savez, la remise en question, c'est avant tout, je pense, une essence personnelle. Ce n'est pas une affaire de faire des études ou être médecin. Je crois qu'il y a des gens qui se remettent en question toute leur vie, qui cherchent à comprendre, pour des raisons d'ailleurs parfois extrêmement subtiles et puissantes. Hein, on a chacun une histoire. Mais bon, je pense que les médecins n'ont pas le temps de se remettre en question. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Quand même un peu abruti. Sauf à vraiment se détacher vraiment de tout ça pour dire, après tout, le sens de mon métier, c'est quoi? C'est servir la pathologie ou servir l'humain? Elle est là la question. Mais sincèrement, votre rôle et votre message est extrêmement important parce que les gens ont vraiment besoin de gens comme vous à l'écoute. C'est-à-dire que quand je vois le nombre de mails que je reçois tous les jours en disant voilà, j'ai été voir mon médecin, j'ai commencé à lui parler de régime cétogène, il m'a pris pour une folle, ou carrément des médecins qui disent je veux plus vous voir, si vous faites ça, je veux plus vous voir parce que en gros, je veux pas être responsable du résultat. Mais voilà. Ça va même plus loin que ça. Je peux vous citer une anecdote où j'ai un patient qui avait un cancer évolué, une métastase évoluée au niveau d'une vertèbre à partir d'un pulmonaire et qui commence sa chimiothérapie. Je lui dis, à l'époque, je n'étais pas encore branché cétogène, mais je savais qu'en faisant un jeûne de minimum 5 jours avant une cure de chimiothérapie, il y avait une potentialisation des effets. Donc je dis, tu sais, tu devrais vraiment penser à ça. Tu fais moins de 300 calories, un bouillon léger, au moins 5 jours à une semaine avant tes séances de chimio, et tu vas là-bas, tu verras, tes cellules cancéreuses seront fragilisées par le jeûne relatif, c'est pas un jeûne absolu, mais par contre, tes cellules corporelles vont être renforcées, donc tu risques d'avoir un impact. Donc il se pointe en cancéro, il explique ça, il dit « Ah, j'ai pas mangé depuis 5 jours, etc. » Et il m'a relaté, puisque c'était un ami, il m'a dit « Le médecin, en parlant de moi, mais quel est ce connard qui vous a conseillé ça? Au contraire, quand on est cancéreux, il faut manger. » Et j'ai le papier qui explique pourquoi il a dit ça, où ils expliquent justement le mot charlatanisme. C'est directement, alors je ne sais plus exactement quel institut de cancérologie français qui a dit ça, hein, mais que c'était basé sur du charlatanisme. Alors qu'on a les études, ce sont les plus vieilles études. En Union soviétique, ils en ont publié plein dans les années 60. Le rôle du jeûne par rapport au cancer, c'est pas nouveau. Voilà. Et le régime cétogène mime les effets du jeûne tout en mangeant. Mais leur critère numéro 1, c'est la cachexie. Pas de cachexie en cancérologie, oui, donc pas de perte de poids. C'est leur hantise numéro 1. Un peu comme le diabétique de type 2, où on lui dirait surtout pas d'hypoglycémie, c'est le plus important. L'hyperglycémie, on s'en fout. Par contre, l'hypo, surtout pas. Et ils entretiennent le problème. Voilà. Malheureusement, la science est là. Elle est là pour celui qui veut la lire. Donc, parce qu'on serait dans un domaine en fait où il n'y aurait pas de science. Moi, je comprends qu'on nous traite de charlatans. Je sais pas, moi, je dirais aux gens mettez-vous sur une jambe, un doigt dans une oreille pendant 30 minutes et tous vos problèmes de santé vont disparaître. Ça serait du charlatanisme. Bon. Alors, attendez. Moi, je crois que la notion de charlatanisme, il faut quand même revenir un peu sur le mot. Pour moi, médecin, je continue à appliquer les règles médicales. Le comportement alimentaire modifié n'intervient qu'en complément. Et il est vrai qu'à partir du moment où le diabétique n'a plus de s'il mange plus de sucre, la notion de diabète disparaît. Et donc, à partir de là, le traitement n'a plus lieu, il abandonne son traitement. Il ne guérit pas de son diabète parce que je lui ai dit de tout arrêter, il guérit parce qu'il n'a plus besoin de son traitement. C'est pas ça le charlatanisme pour moi. Le charlatan serait celui qui dirait, écoutez monsieur, arrêtez tous vos traitements médicaux, et maintenant vous faites ce que je vous dis, vous faites manger comme ça, vous faites ci, vous faites ça, mais vous arrêtez tout le reste. Alors qu'il a un diabète avéré. La nuance est quand même sensible. Et c'est pareil dans le cadre de cet ami qui avait un cancer. Jamais je lui ai suggéré d'arrêter la chimiothérapie. Au contraire, je lui ai dit, tu gardes ton traitement classique, mais tu peux potentialiser les effets par un jeûne. Et donc, on en arrive à ce paradoxe où tout ce qui va sortir des canons, j'allais dire un peu répétitifs et ritualisés, va faire peur. Et c'est la peur, tout ça. Ce n'est que de la peur. Oui. Mais du corps médical, je parle. Exemple extrême, par exemple, où je voyais il y a quelques années, avant que je parte de France, une pétition parce que des femmes qui étaient touchées par un cancer du sein voulaient que telle chimiothérapie soit de nouveau remboursée. La sécurité sociale ayant
considéré qu'il fallait plus la rembourser pour la bonne et simple raison que la différence entre les gens qui prenaient cette chimiothérapie et ceux qui la prenaient pas était nulle, quasiment nulle. Non significative. Non significatif. Donc, ils ont retiré. Et les gens, en fait, on leur a fait peur comme si on leur retirait la possibilité de guérir, on leur retirait un traitement. Sauf que c'était un traitement jugé inefficace. Bon. Et c'est ça le problème de la peur, c'est qu'on fait faire aux gens strictement n'importe quoi et on ne regarde pas l'origine du problème. Par exemple, des gens vont être capables de manifester pour avoir le remboursement systématique d'un fauteuil roulant. C'est bien, quand on est handicapé, on a besoin d'un fauteuil roulant, c'est normal. Mais ne devrait-il pas aussi manifester sur l'approche qui pourrait leur éviter le fauteuil roulant? C'est vrai. Mais n'oubliez pas que dès qu'il y a médecin, médecine, cachet, traitement, nous parlons de mort. Et ça, c'est peut-être la plus grande angoisse de l'humanité. Et donc, ça résonne très violemment. Tout à fait. Oui, je comprends. Je comprends. On l'a vu dernièrement avec les 4 dernières années qu'on a vues. Voilà. Et les médecins, face à ça, je crois que sont eux-mêmes pris dans une grande difficulté à assumer ce risque de mort. Et donc, ça donne quand même des surenchères thérapeutiques, des surenchères, même si ce n'est pas justifié, même prouvé. Eh bien, on assiste régulièrement à aller. Autrefois, ça donnait de l'acharnement. Heureusement, ça s'est calmé. Après, il y a la polémique concernant l'euthanasie, mais délibérément choisi de la part du patient. Là aussi, on renvoie sur cette difficulté que nous avons, nous médecins, à faire face à la mort de nos patients, à commencer aussi par notre propre mort. Mais je veux dire par là que demander à un médecin, par exemple, d'enlever des cachets quand une personne âgée, moi j'ai vu des ordonnances avec plus de 30 produits, à se demander mais comment la personne peut manger derrière en prenant ça tous les jours. Et l'idée de suggérer à la personne d'enlever ne serait-ce qu'un produit, j'étais un mauvais médecin. Oui, oui, bien sûr. D'un certain âge et d'une certaine génération aussi. Mais on voit aussi qu'on a perdu, je ne sais pas, vous avez 20 ans de plus que moi, je pense qu'on est dans une sorte d'effondrement global de société, ne serait-ce qu'intellectuel. Il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder. Vous avez commencé à évoquer l'euthanasie. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'avais écrit spécifiquement sur le sujet. Et aujourd'hui, ne serait-ce que le mot euthanasie a été vidé de sa substance. On confond le mot homicide avec le mot euthanasie. C'est des choses totalement différentes, dans des contextes différents. Là, au Canada, par exemple, ils systématisent l'euthanasie, qui est pour moi systématiser un homicide, parce que des gens de 20 ans qui ne sont pas vraiment malades, qui ne souffrent pas forcément beaucoup, pour lequel la médecine peut encore beaucoup, hop, on demande un suicide assisté, bim, c'est parti. Là, il y a un vrai problème de société et on voit qu'on n'a plus vraiment les intellectuels pour débattre en profondeur de ce genre de sujet. Pareil avec les avortements ou des choses comme ça, c'est des sujets qu'il ne faut plus toucher, quoi. C'est la mère Michu et le père Polo qui vont faire la rumeur, qui vont alimenter tout ça, et on tourne en rond. Et on a vu, pour s'éloigner un petit peu, mais vous allez comprendre où je veux en venir, on a eu les élections américaines il n'y a pas très longtemps, qui ont beaucoup tourné autour du droit à l'avortement. Ce sujet-là, par exemple, il est ultra sulfureux. On ne peut pas en parler posément en regardant ce qui se passe. On passe d'une petite fille de 13 ans qui sera enceinte, qui aura été violée par son père, où on interdit l'avortement, à l'extrême où moi j'habite, par exemple, à Boulder, au Colorado, on fait des avortements à 9 mois. Et on ne peut pas trouver un curseur pour dire discutons froidement des choses et essayons de trouver un juste milieu pour respecter le petit être humain en devenir, ou qui est déjà un être humain, versus une première division cellulaire. Donc voilà, ce genre de choses, maintenant on est arrivé à des guerres, plus personne ne prend le temps vraiment de se poser, de réfléchir. C'est difficile. Ce que vous dites est très vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on va, un peu comme partout dans la société, alors peut-être aux États-Unis c'est différent, mais j'ai l'impression qu'on va vers une médecine d'idéologie. C'est-à-dire que quand on prend en charge, beaucoup de patients me disent aujourd'hui que beaucoup de jeunes confrères pratiquement ne les touchent plus, ne les regardent, ne les questionnent même plus. C'est 3 questions face à un écran, et il y a même des logiciels qui aident à faire des déductions thérapeutiques. Donc, avez-vous si finalement on regarde sur un écran les questions qu'il faut poser aux patients. Et à la fin, on a quelques diagnostics qui ressortent avec les examens complémentaires à faire. Il suffit d'appuyer sur un bouton et l'ordonnance de biologie pour faire les examens complémentaires sort automatiquement. Ça, les logiciels médicaux savent le faire. Mais on reste dans cette espèce d'idéologie qui consiste à dire que le patient vient pour un symptôme, je lui soigne son symptôme. Point barre, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est dommage. Oui.
Oui, parce qu'on passe à côté du sujet. On perd toute la saveur de ce métier et le patient a une vision absolument étonnante de la médecine. Et c'est après comme ça qu'il vient, bonjour, je viens vous voir parce que je veux un scanner. Alors que c'est aberrant. Ce principe de demander un examen à un médecin est aberrant. Alors parfois, moi, ce que je fais, je leur donne le stéthoscope, je leur mets autour du cou, je leur dis, voilà, allez-y, je vous donne mon ordonnancier, je remets le stylo, vous écrivez ce que vous voulez, je signerai en bas. Alors là, ils comprennent. Voilà. C'est symptomatique d'une société qui s'est un peu perdue, d'un corps qui s'est un peu perdu aussi, certainement trop corrompu par l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique qui est venue avec beaucoup d'argent corrompre des idées, corrompre de la mauvaise science aussi, parce que il y a beaucoup de science aujourd'hui qui n'est pas là pour prouver les effets d'une molécule, mais c'est juste prouver que la molécule est efficace et qu'elle soit remboursée. On l'a vu avec plein de scandales aujourd'hui, des médicaments qui ont été autorisés, qui tuent des gens, 10 ans après ils sont interdits, puis après il y a des procès, donc voilà, concrètement. Et au final, la victime, c'est le patient, parce que le patient, lui, il n'a pas de solution. Quand on a un diabète de type 2, l'origine du problème, c'est l'assiette. C'est pas l'hypertension, c'est pas la stéatose hépatique, c'est pas la cécité, c'est pas le membre amputé, c'est l'assiette. Et faire comprendre ça aux gens, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est en dehors du système. Les gens, même eux-mêmes, ne veulent même pas l'entendre, majorité. Tout à fait. Mais si je vous disais que même, par exemple, je reçois des petites gazettes dans le courrier, dans la boîte aux lettres, alors ces lobbies arrivent à avoir mon adresse, l'insuffisance rénale, alors ça s'appelle, par exemple, la lettre médicale, l'insuffisance rénale, il y en a 3 pages, papier glacé, riche, belle couleur, grand format, et puis derrière, publicité pour de l'eau, alors de l'eau en bouteille. Après, le cholestérol, les acides gras, l'athérosclérose, etc. Et derrière, on s'aperçoit que c'est une publicité pour les vertus bénéfiques du vin. En 2024, avec la loi E20, je reçois ça dans ma boîte aux lettres. Oui. J'ai encore une discussion avec un professeur de médecine sur le sujet. Et il me disait que j'avais une position un peu trop radicale sur l'alcool, que lui n'était pas d'accord. Bon, on a pu discuter un peu de science, mais au final, on n'est pas d'accord. Bon, voilà. Je comprends que ce soit très triste qu'en 2024, on ait encore ce genre de problème et de conflit. Mais les gens ne comprennent pas vraiment que ce qui gouverne le monde, c'est l'argent. Moi, par exemple, je me régale avec... Oui, d'accord. Mais enfin, on a aussi des politiques. Quand on veut être une politique de santé... C'est l'argent parce que quand on regarde les campagnes électorales par qui elles sont payées, il y a des lobbies derrière qui financent. Donc les politiciens, ils n'arrivent pas là par hasard. Les revues, n'importe quel magazine aujourd'hui est bourré de publicité. Imaginez le prix d'une revue sans publicité. Je peux vous dire, j'ai été abonné à Prescrire pendant des années, qui est une revue indépendante. Ça me coûtait 1 600 € par an. Voilà. Concrètement, c'est ça. Les revues ne me coûtaient rien, elles étaient offertes. C'est tout le problème. Aux États-Unis, c'est pareil. Ils ont des magazines, des fois, qui sont vendus 1 ou 2 $. 90%, c'est des pages de publicité. Donc, c'est les publicitaires qui ont payé la revue. Et bien, pour la médecine, c'est pareil. Pour les publications scientifiques, c'est pareil. Il faut savoir que c'est un vrai business. Il y a des journaux, des grandes revues qui prennent beaucoup d'argent pour publier dedans. Donc, d'un côté, vous avez des universitaires qui sont payés par l'impôt pour produire la science. De l'autre côté, vous avez des revues à comité de lecture international qui vendent des abonnements ou des articles qui coûtent des fortunes, comme ça, ils sont lus par personne, que par les spécialistes. Le scientifique ne touche rien. Le scientifique va dépendre de bourses, qui va dépendre de l'État, etc. Ce qui fait que ça fait vraiment des conflits d'argent très compliqués. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et au final, moi, personnellement, je me régale, par exemple, avec des études indiennes ou des études iraniennes qui sont vraiment des scientifiques universitaires sans conflit d'intérêt. Ils sont vraiment au cœur du problème. Ma population a un problème avec ça. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ça coûte rien. C'est des molécules dans le domaine public, etc. Là, elles sont intéressantes. Mais aujourd'hui, il y a un vrai conflit d'intérêts massif dans les directives nutritionnelles, chez les politiciens, chez les médecins, chez les scientifiques. Tout le monde est gavé d'argent. Et au final, la victime, c'est la science, la vérité, la recherche de vérité, et le patient au bout. Voilà. Mais je répète, pardon, mais quand on veut se sentir intègre, on peut y arriver. Il y a des choix à faire. Sincèrement, je vous félicite parce que des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Je les invite à s'exprimer. Il faut parler. Je sais que je suis en train de tanner en ce moment une cardiologue française. Si elle m'entend, je l'invite vraiment à témoigner parce qu'on a besoin de professionnels de santé qui s'expriment de façon bienveillante sur le régime cétogène. Les patients ont besoin de vous. Donc, on a besoin de vous entendre. Donc, je vous félicite vraiment pour votre prise de parole parce que c'est important. Et votre chemin dirigé vers les patients et pas vers d'autres intérêts.
Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être. Ah, là, vous me prenez de court. Le mot de la fin. Quel Le pourrait mot de être la le fin. mot que vous voulez laisser à notre audience Alors, pour les encourager vers la santé ou... d'abord, dans la suite de ce que vous venez de dire, j'invite très confraternellement notre consoeur cardiologue à venir et témoigner. Ensuite, moi, je dirais que je vais dire une chose très simple. La médecine vraiment efficace à 150 ans, et encore, l'humanité a commencé aux alentours de 7 millions d'années, on s'est redressé vers 3 millions. Les céréales, les glucides, bon, en gros, allez, si je suis gentil, je vais dire 5000 ans. Mais même, je pense qu'au départ, ça devait être tellement léger que vraiment, je pense, ça fait, allez, peut-être 1000 ans que les céréales sont arrivées. Je pense qu'il faut être capable, à un moment donné, de choisir ce que l'on veut pour soi. Est-ce que l'on va continuer à manger et à subir en demandant au médecin de venir pallier le problème de diabète, de cancer, de ceci, de cela. Alors oui, il y a quand même des résultats. Hein. La médecine n'a pas fait beaucoup de progrès sur la guérison des cancers, mais elle en guérit quand même pratiquement la moitié. Je pense qu'il y a un choix à faire et la notion d'engagement, la notion de changement alimentaire, la peur de perdre des choses absolument fondamentales dans sa vie par son alimentation, c'est un argument que tout le monde a au départ. Mais je vous assure que si vraiment on s'accroche et que si on comprend le bien fondé de tout ça, non seulement c'est facile quand même, c'est pas si difficile que ça, à condition quand même d'être accompagné, soit par un médecin, soit par même votre livre. Je dis pas ça pour vous renvoyer des compliments, mais je trouve franchement que vous avez un positionnement dans votre livre qui est très clair. C'est d'ailleurs impressionnant. J'ai moi-même quelques compétences en psychanalyse et je trouve que vous avez un esprit très bien pesé, très bien posé. Le mot de la fin, je crois que ça sera un mot célèbre, ça sera de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Eh bien, je vous remercie sincèrement pour votre Je vous enthousiasme en prie. et sincèrement pour votre choix de faire la route du chemin cétogène personnellement avec votre épouse et avec vos patients. Sincèrement, un grand bravo. Mais je vous en prie. Et puis bravo à vous aussi, parce que vous avez été quand même là pour m'aider au quotidien, pour faire le travail que je ne peux pas faire avec les patients, c'est-à-dire leur montrer tout le chemin de la transition. Et votre livre, pour ça, est vraiment très bien fait. Merci beaucoup pour vos compliments. Nelly Je vous en sera prie. très heureuse de les recevoir aussi parce Bien que c'est une sûr, hein, cuisine à ça la va télé. avec. Elle, Voilà. ça va avec. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir, merci.